Bonjour tout le monde. Donc, cette semaine, on va parler du dernier sujet là, pour notre cours de blockchain. Et ce sont les projets Hyperledger. Plus particulièrement, on va étudier en détail le système le plus populaire de Hyperledger qui est Hyperledger Fabric. Ok. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de comprendre là, pourquoi est-ce que Hyperledger pourquoi est-ce qu'on compare un système comme Hyperledger Fabric avec Ethereum et Bitcoin, d'accord? Donc, parce que on va remarquer que c'est des systèmes qui sont radicalement différents, ok? Donc, ils ont vraiment des propriétés très très différentes. Donc, le plus, celui que les gens connaissent le plus, c'est que Hyperledger Fabric, c'est un système avec permission, donc c'est un système fermé, alors que Bitcoin et Ethereum sont des systèmes publics, des systèmes sans permission. Donc, on peut se demander, puis on va voir que le protocole de consensus n'est pas pareil, que même le flow, le flux le processus de traitement des transactions n'est pas pareil du tout. Là. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas pareilles. Donc, ce que ça nous prend, là, c'est une façon là, de... comme une façon de modéliser les différents systèmes qui font partie de la technologie des registres distribués et d'essayer de pouvoir là, les comparer parce qu'ils sont tellement différents qu'on dirait qu'ils ne sont pas comparables, mais il y a quelque chose là, qui les attache ensemble, okay? Et on peut les comparer ensemble. Et la façon de le faire, c'est une façon plutôt théorique, mais c'est de passer à travers un théorème qu'on a qui explique là, les différents enjeux ou c'est-à-dire les trade-offs entre les propriétés majeures qu'essayent d'obtenir les systèmes DLT. Et ce théorème s'appelle le théorème de DCS. Donc, en comprenant ce théorème DCS, on peut comprendre là, essentiellement les choix qu'offrent les différents systèmes. Donc, comparer là, la balance ou le mix là, de propriétés qu'offre chaque système entre eux. Et de cette façon, on est capable là, de comprendre comment adopter le bon système selon l'application. D'accord? Donc, c'est une façon pour nous de comprendre, là, selon nos applications, quelles sont les exigences qu'on a besoin et choisir le système qui va offrir là, la meilleure combinaison là, de propriétés adaptées pour notre application. Donc, avant de passer au théorème DCS, il faut comprendre son origine. Et l'origine du théorème DCS, c'est le théorème CAP, qui est un théorème là, qui essentiellement là, parle des systèmes distribués en général. Donc, les systèmes à chaîne de blocs sont en quelque sorte là, une spécialisation, donc une sous-catégorie des systèmes distribués. Donc, c'est n'importe quel système qui fonctionne avec plusieurs machines. Et il y a un théorème qui gouverne, qui essentiellement permet de comparer différents systèmes distribués entre eux, et c'est le théorème de CAP. Donc, qu'est-ce que le théorème de CAP dit? Qu'il y a trois propriétés importantes pour les systèmes distribués. La cohérence, c'est-à-dire que les opérations de lecture doivent retourner une valeur récente. La disponibilité, qui dit que les requêtes doivent donc être traitées avec succès, complétées. Et la tolérance aux partitions de réseau, c'est-à-dire que le système doit être capable de tolérer des pannes de communication. Donc, c'est trois propriétés qui sont très importantes pour un système distribué. Et ce que le théorème dit, c'est que malheureusement, on peut juste avoir 2 sur 3. Donc, il faut choisir soit être CA, AP ou CP. Bon, le P ici, donc la tolérance aux pannes, c'est essentiellement non négociable. Ok, d'accord? Parce que la réalité, c'est que on utilise des réseaux qui sont pas parfaits. Ok, il va toujours avoir des pannes de réseau, il va y avoir des messages perdus, il va y avoir des messages réordonnés, dupliqués. Donc, c'est ça la réalité. On peut pas
garantir que le réseau est complètement fiable. Donc, à ce moment-là, nécessairement, si on veut utiliser ou si on veut avoir un système distribué, on doit être capable de tolérer les pannes de communication. Donc, si on n'a pas le P, essentiellement, on tombe dans un système qui n'est pas distribué, comme par exemple une seule machine de MySQL. Donc, c'est ça l'exemple ici pour le CA. Donc, à ce moment-là, c'est pas distribué. Donc, évidemment, si on n'est pas distribué, ben, on est limité là, à la capacité d'une seule machine. Si on veut aller dans les systèmes distribués, alors à ce moment-là, il faut choisir entre CP et AP. Donc, AP, ça voudrait dire un système qui sacrifie la cohérence. Donc, il va essayer de répondre les requêtes le plus possible, mais il ne peut pas garantir que les requêtes vont retourner un résultat là, qui est le plus récent possible, qui est actuel. Donc, par exemple, un cache web, c'est un système AP parce que des fois, les pages sont périmées et le cache ne va pas garantir là, que l'information, que la page en cache, c'est vraiment la dernière version de la page. Et les systèmes CP, ben, c'est comme MongoDB ici, donc vont s'assurer que s'ils retournent une réponse, ça va être une bonne réponse, mais dans les situations où le système est pas sûr, n'est pas capable de déterminer là, que l'information est certaine, que l'information est actuelle, à ce moment-là, va générer une erreur. Donc, à ce moment-là, on a un système CP. Ok, donc si je donne un exemple là, simple, un scénario simple, donc imaginons qu'on a un système distribué, donc avec 2 machines, et que c'est un système qui permet la réservation d'hôtels. Donc là, on a Alice et Bob qui essayent de réserver, par exemple, la dernière chambre restante d'un hôtel. Donc, et là, soudainement, on a une panne de réseau, donc les deux systèmes, les 2 machines peuvent pas donc se communiquer entre eux. C'est sûr qu'en temps normal, s'ils peuvent communiquer entre eux, ben là, il n'y a pas de problème. On peut avoir une réponse cohérente et disponible. Okay? S'il n'y a pas de panne de réseau, les 2 machines peuvent coopérer, exécuter leur algorithme de consensus et déterminer qui de Alice et Bob va recevoir cette dernière chambre. Mais c'est vraiment dans la situation où il y a une panne que là, il faut réagir et déterminer quoi sacrifier. Donc, si la réaction des machines, c'est dire on refuse, et donc il n'y a pas de... on refuse de traiter la requête parce qu'on n'est pas capable de communiquer avec l'autre serveur, ben là, à ce moment-là, non seulement aucun des deux, Alice et Bob, va être capable là, de réserver la chambre, et ça, c'est vraiment une erreur de disponibilité parce que la chambre, il y a vraiment une chambre de disponible, et là, cette chambre va être vide parce que Alice et Bob ne vont pas être capables de réserver la chambre. Donc ça, c'est un problème de disponibilité parce que clairement, il reste une chambre de libre et on ne va pas l'accorder. Mais au moins, on a conservé la cohérence, c'est-à-dire qu'on a évité là, un désastre ou une catastrophe qui serait là, de double booker la chambre. L'autre situation, ce serait, les 2 serveurs ne sont pas capables de se parler, fait un time-out, puis décide, c'est pas grave, on va quand même là, réserver la chambre. Là, à ce moment-là, on va avoir un problème quand la partition de réseau va être réglée. Les 2 machines vont, à ce moment-là, resynchroniser et vont réaliser là, qu'ils ont double booké la même chambre. Et là, vont devoir faire un choix difficile, c'est-à-dire déterminer qui de Alice et Bob va devoir perdre sa chambre et peut-être va être compensé par le service de booking. Donc ça serait un système qui est AP. Okay? Donc, quelques points importants là, en termes là, du théorème de Cap. Bien que ça dit 2 sur 3, là, c'est pas, les propriétés ne sont pas binaires. D'accord? Donc, c'est possible de dire qu'il y a des degrés de disponibilité, de degrés de cohérence. Donc, si vous prenez un cours de système distribué, par exemple mon propre cours de système distribué, vous allez apprendre qu'il y a différents modèles de cohérence, stricte, forte, linéaire, éventuelle, et que dans le théorème de Cap, on parle de cohérence là, linéaire. Mais quand on dit on sacrifie complètement la cohérence, ça ne veut pas dire qu'on tombe à 0. Là. Ça pourrait tomber à quelque chose de plus faible, comme la cohérence éventuelle. Et en termes de disponibilité,
Encore une fois, ça ne veut pas dire que quand on n'est pas disponible, qu'on tombe à 0. Okay? Ça se peut qu'on était, par exemple, 5 ou 6,9 de disponible, donc attention, 9,999%, et là, on tombe à 4,9 ou 3,9 de disponibilité. Okay? Donc dire que c'est vraiment le all or nothing sur chaque propriété, c'est pas vrai non plus. Et même pour la tolérance aux partitions, ça pourrait être ça pourrait être qu'on sacrifie un peu notre tolérance aux partitions et qu'on augmente, par exemple, la fréquence de panne qu'on a. D'accord? Donc, ça, c'est une chose à comprendre, là, c'est qu'il faut plutôt imaginer que le C, le A et le P, c'est comme des... comment dire, des knobs, là, qu'on peut, donc des boutons qu'on peut tourner là, et qu'on peut ajuster. C'est pas c'est pas du on-off. Okay? C'est des choses qu'on peut tourner dans les degrés. Mais la seule chose qu'on peut pas faire, c'est tourner tous les knobs à 10. Okay? Ça, c'est impossible selon le théorème de Cap, mais c'est possible d'ajuster, d'en tourner un petit peu moins fort, puis un autre un peu plus élevé. Okay? Donc, c'est ça l'idée ici. Puis l'autre aspect, évidemment, c'est que le concept de P, ça s'applique juste en situation où il y a une panne. Donc, comme j'ai expliqué, quand on est en temps normal, tous les systèmes peuvent être CA. C'est seulement en temps de panne qu'il faut décider entre C ou A. Donc, premier exercice que vous pouvez faire, c'est essayer de qualifier le Bitcoin en termes du... Donc, Bitcoin, c'est un système distribué. Donc, vous pouvez essayer d'imaginer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Bitcoin, c'est un système CA, AP ou CP? Okay? Donc, ça, c'est une chose que vous pouvez faire comme exercice ou comme discussion. Et la deuxième chose, c'est est-ce que le théorème de Cap est vraiment utile pour décrire les DLT? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce qu'il y a assez de... Est-ce que le théorème de Cap est capable de différencier entre différents systèmes de Bitcoin, de blockchain? Donc, est-ce que, imaginons là, que Bitcoin c'est un système là, CP, d'accord? Est-ce que on peut dire qu'un autre système serait AP ou un autre système serait CA, comme Ethereum ou Hyperledger, ou est-ce que tous les systèmes sont dans la même catégorie? Donc, si notre conclusion, c'est que tous les systèmes de Bitcoin ou de DLT, tout ça, font partie de la même catégorie, ben le CAP, c'est pas vraiment utile pour nous pour catégoriser les différents systèmes et les comparer ensemble s'ils font partie de la même catégorie. Donc, ça nous donne, il faut avoir quelque chose de plus granulaire, okay, pour pouvoir différencier les différents systèmes. Et c'est pour ça qu'on a créé le système DCS, le théorème de DCS. Donc, dans le théorème de DCS, les trois propriétés qu'on va utiliser sont la cohérence. Donc, c'est similaire à la cohérence dans le CAP. Donc, ici, ça parle dans la blockchain, ça parle de validité d'exécution, c'est-à-dire que par exemple, les transactions exécutent des contrats intelligents et que l'exécution est valide, qu'il n'y a pas de double spending, de double dépense, qu'on dépense vraiment des UTXO dans Bitcoin, donc ça c'est la validité. Finalité des données, c'est que l'information vraiment va rester dans la blockchain à tout jamais, donc on sait que Bitcoin n'offre pas une finalité. Donc on va voir est-ce que Ethereum non plus n'offre pas de finalité. On va voir par exemple que Hyperledger offre une finalité. Et ordre des transactions. Donc ça, jusqu'à présent, l'ordre des transactions, c'est un ordre total. Donc dans Bitcoin, dans Ethereum, c'est clair, dans chaque bloc, quel est l'ordre des transactions. Et en plus de ça, les blocs sont enchaînés un après l'autre. Donc on a un ordre total là, de toutes les transactions là, du début jusqu'à la fin. Okay? Donc on sait exactement quelle est la séquence de transactions à exécuter pour, par exemple, faire la réplication d'état machine dans Ethereum. Mais on voit que dans certains systèmes, il n'y a pas d'ordre de transaction qui est total. Que des fois, il peut y avoir des transactions qui sont... c'est pas clair exactement quel est l'ordre de ces transactions-là. C'est surtout le cas dans des systèmes là, à base de DAG. Okay? Donc, des choses comme IOTA, par exemple. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez étudier IOTA puis voir s'il y a vraiment un problème là, d'ordonnement de transactions. Donc à ce moment-là, on pourrait dire que IOTA sacrifie un peu de cohérence comparativement à un système comme Bitcoin, parce que Bitcoin au moins offre un ordre de transaction, mais là, Fabric, on va voir que offre encore une fois une meilleure cohérence que Bitcoin parce que la finalité est garantie. Ethereum 1.0 a la validité, n'a pas la finalité,
à l'ordre des transactions. Et on va voir que Ethereum 2.0 va améliorer la cohérence parce que il va y avoir un concept de finalité dans Ethereum 2.0. Okay? Donc, le système s'appelle Casper. Okay? Donc, Casper FFG qui va donc offrir une finalité dans les transactions. Si on parle de décentralisation, c'est une autre propriété qu'on introduit ici avec le théorème de DCS. Donc, vraiment, là, à quel point est-ce que le réseau est décentralisé. Donc, on sait que dans Bitcoin, par exemple, bon, c'est un système qui sert à éliminer les intermédiaires. Il n'y a pas de tierce partie de confiance dans Bitcoin. C'est un réseau public. Il y a des incitatifs, il y a des récompenses. Donc, le Bitcoin a un bon haut degré de décentralisation. Par contre, c'est pas parfait parce qu'on sait, par exemple, qu'il y a le problème là, de minage par pool, okay? Donc le problème de ASIC qui rend ça moins décentralisé que, par exemple, Ethereum a la résistance au ASIC avec l'algorithme de hashage, Ethash, qu'on a vu la dernière fois. Donc on pourrait peut-être dire que Ethereum est plus décentralisé que Bitcoin, quoique Ethereum a un problème de gouvernance. Donc le code est largement maintenu là, par la fondation Ethereum, qui est capable de décider même là, quand est-ce qu'on peut faire des hard forks puis des rollbacks, comme dans le cas de l'attaque donc du DAO. Donc, c'est subjectif là, à ce moment-là, là, est-ce que Bitcoin ou Ethereum est plus décentralisé, parce qu'il y a des pour et des contre, okay? Mais on peut les comparer au niveau de la décentralisation. Et dernier aspect, le niveau de la scalabilité, ben là, Bitcoin est vraiment très mauvais, là. On a parlé beaucoup de ça, là, 7 transactions par seconde, etc. Donc, alors que dans Ethereum, c'est un peu mieux, 20 à 30 transactions par seconde, parce que le temps de bloc est de 12 secondes, donc déjà ça fonctionne, ça roule un peu mieux. Est-ce que, en termes de nombre de participants, donc Bitcoin et Ethereum fonctionnent très bien à ce niveau-là parce qu'ils sont capables de supporter 10 000 participants là, sans problème. Alors que, mais si on regarde par exemple Hyperledger, Hyperledger offre une meilleure cohérence en termes de volume de transactions. Donc, on peut aller peut-être à 1000, 2000 transactions par seconde, mais le nombre de participants est beaucoup plus limité. Donc, on parle peut-être un réseau plus fermé. Donc un réseau qui a peut-être 50 participants au maximum. Donc encore une fois, il y a des pour et des contre quand on compare les trois, mais de façon générale, on dit là, que la scalabilité qui est la plus importante là, pour la blockchain, c'est le volume de transactions. Donc les systèmes qui se démarquent à ce niveau-là vont être mieux classés en termes de scalabilité. Et donc, si on dit que le théorème de DCS est aussi un théorème de 2 sur 3, il faut choisir 2 propriétés à favoriser au dépit d'une troisième propriété. On pourrait dire, par exemple, que Bitcoin, c'est un système DC, parce que vraiment, les 2 propriétés importantes DC, les 2 propriétés importantes, c'est la cohérence, c'est-à-dire éviter les doubles dépenses et la décentralisation qui est donc le réseau public avec incitatif, mais la scalabilité, c'est pas très bon dans Bitcoin à cause de 7 transactions par seconde. Hyperledger, c'est un système CS parce que la cohérence est très très bonne, il y a une finalité et tout ça. En termes de scalabilité, et on va voir aussi là, qu'il y a tout un système là, de validation de transactions, tout ça pour s'assurer que tout est bon. Scalabilité est très bonne à cause du haut volume de transactions, mais la décentralisation n'est pas aussi bonne parce qu'on est dans un réseau fermé. Et là, on a Ethereum. Ethereum, c'est un cas spécial. À la base, c'est plus comme Bitcoin. Okay? C'est un système qui va être hautement décentralisé, voire même mieux que Bitcoin. Donc, dépendamment comment on voit les choses. En termes de scalabilité, est aussi mieux que Bitcoin. OK? Et cohérence est aussi mieux que... Donc, la scalabilité est mieux que Bitcoin parce que on a un temps de bloc qui est plus court et le volume de transactions est plus rapide. Mais la cohérence est peut-être pas aussi bonne que ça. Okay? Donc, dans Ethereum 1.0, le nombre de forks
est beaucoup plus élevé que dans Bitcoin. Donc ça, quand on a des forks, ça introduit de l'incohérence parce que quand il y a un fork, selon le nœud qu'on envoie la requête, on obtient des réponses différentes durant le fork. Donc Ethereum 1.0 va comme sacrifier un petit peu la cohérence pour augmenter la scalabilité. Okay? Et donc, essentiellement, c'est réduire le temps de bloc à 12 secondes, mais ça introduit plus de forks. Okay? Donc, c'est des petits c, petits s, on pourrait dire. Mais de façon générale, Ethereum, c'est un système qui est mieux optimisé là, que Bitcoin. Donc, en suivant ce théorème-là, ça nous permet là, de comparer différents systèmes ensemble sur ces trois propriétés-là et de déterminer. Et là, ce que ça nous permet de faire, c'est, selon notre application, on peut faire la même chose. Quelles sont les exigences de notre application pour le D, pour le C, pour le S? Et à ce moment-là, identifier quel est le meilleur candidat, le système qui est le mieux adapté pour nos besoins. Et donc, ça nous offre comme une méthodologie pour choisir le bon système selon nos besoins d'application. Donc ici, un cas d'étude que je vous donne à faire comme exercice ou discussion, c'est étudier le système Libra de Facebook. Donc ici, je vous donne quelques informations sur le système de Libra. C'est un système qui fonctionne avec le modèle balance. Donc c'est réplication d'état machine comme Ethereum. Supporte les smart contracts qui s'appellent des modules. Okay, donc, on va être capable d'exécuter ça. Mais en plus de ça, il y a un concept de script comme dans Bitcoin. Donc, les transactions peuvent contenir un script exécutable et en plus de ça, exécuter un module qui a été préenregistré là, sur le ledger, qui a été déployé sur le ledger. OK, donc tout ça c'est similaire à Ethereum. La différence, concept de validateur, okay, donc c'est comme les full nodes, sauf que dans Libra, on va voir qu'il n'y a pas de proof of work. Mais les validateurs sont fournis par des autorités. Okay? Donc, qui sont les autorités? C'est ici le consortium de compagnies. Donc ça, c'était au début, là, le consortium de Libra, c'était comme ça. Et là, au fil des années, il y a eu beaucoup de compagnies qui sont désistées. Peut-être qu'il reste à peu près la moitié de ces compagnies-là. Ce cercle-là, c'était pour vous montrer le consortium là, au début. Mais aujourd'hui, c'est peut-être la moitié de ça. OK? Donc, ça, évidemment, ça a des implications en termes là, de décentralisation. Et donc, l'algorithme de consensus de Libra, pas de proof of work, c'est un algorithme qui s'appelle Libra BFT. Donc, c'est basé sur une famille de protocoles de consensus qui s'appelle PBFT, donc Practical Byzantine Fault Tolerance. Donc, c'est-à-dire, c'est des algorithmes qui fonctionnent à base de vote. Et dans le cas de Libra, ça prend 3F plus 1 vote. Donc, F, c'est un paramètre qui permet de déterminer quel est le nombre de validateurs malicieux. Okay? Donc, imaginons là, qu'on a 1000 validateurs. Okay? Donc, on peut supporter quelque chose comme 249 validateurs. Donc, un quart des validateurs qui va être malicieux. Donc, ça prend 75% des votes essentiellement là, pour fonctionner. Et on vise 1000 transactions par seconde. Donc là, je vous donne assez d'informations avec ça pour pouvoir évaluer le système Libra selon donc la scalabilité, la cohérence et la décentralisation. Okay? Donc ça c'est... Et là, par la suite, une réflexion personnelle que vous pouvez faire, c'est est-ce que... Donc Libra, l'application de Libra, c'est évidemment là, faire une crypto-monnaie là, globale qui est utilisable là, sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous pouvez... L'idée, ce serait là, d'envoyer de l'argent par Facebook et c'est des Libra Coins. Donc là, la réflexion personnelle que vous pouvez faire, c'est est-ce que vous pensez que les caractéristiques du système Libra sont-elles bien adaptées pour l'application de Libra qui est de créer une monnaie globale, une crypto-monnaie globale pour les réseaux sociaux? Oui ou non? Okay? Une monnaie qui est essentiellement utilisable sur des applications mobiles. Et donc à ce moment-là, vous pouvez décider par vous-même est-ce que vous êtes confortable à utiliser un système comme Libra ou non. Donc,
Une autre chose que je dois pointer, que ça, cette information-là est basée sur le design original de Libra. Et depuis donc quelques années, Libra a beaucoup changé suite à des plaintes. Là. Okay? Donc il y a beaucoup de gens ils ont eu des craintes là, en termes de décentralisation, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, le système a beaucoup changé. Bon, certaines de ces choses-là sont encore pareilles, mais on essaye par exemple d'ouvrir le système pour que ce ne soit pas seulement des autorités qui fournissent les validateurs, mais qu'il y a une partie publique aussi là, de validateurs qui peuvent se joindre. Et l'algorithme de LibraBFT aussi est en train de se faire optimiser là, pour être amélioré. Okay? Donc si vous voulez avoir des informations actuelles sur Libra, vous devez aller consulter là, les articles plus récents. Ok, c'est tout pour ce vidéo-là, et dans la prochaine vidéo, on va parler de Hyperledger.